Des années après être tombé nez à nez avec un engin étrange, Jim Penniston suit une hypnothérapie qui se heurte à un verrou mémoriel. Mais les séances font finalement apparaître qu'il a subi un deuxième interrogatoire, plus musclé, aux mains de l'OSI. Je ne me souvenais pas qu'il m'était arrivé une chose pareille à l'OSI. L'OSI veut en savoir plus sur la nuit du 25 décembre 1980. La seule chose dont je ne pouvais pas me rappeler, c'était les 45 minutes passées en forêt. Sous hypnose, je passais directement à l'arrivée à la tour d'Eastgate. On dirait une écriture, mais illisible. Il faut que je la touche. À ce moment-là, que se passe-t-il? Je vois l'engin. Une lumière blanche. Ça m'est revenu. D'abord des petits bouts, puis des plus gros, et finalement l'histoire complète. Ils ont pour mission de prendre contact avec nous. Ils voyagent dans le temps. Ils sont nous. De quelle époque? Du futur. Quand je me suis entendu en visionnant le film, j'ai cru que c'était un autre qui parlait. Je n'en revenais pas parce que ce genre de choses me semblait inconcevable. Pour moi, Le Voyage dans le temps, c'était un film sorti en 1960 intitulé « La machine à explorer le temps », d'après H.G. Wells. Voyager dans le temps relève-t-il seulement de la science-fiction? Ronald Mallett a consacré sa carrière à l'étude d'une théorie qui fait polémique. Normalement, le temps s'écoule de manière linéaire, passé, présent, puis avenir. Mais d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, le temps peut être modifié par la gravitation. Plus la gravitation est forte, plus le temps ralentit. On peut considérer les trous noirs comme des machines naturelles, permettant de voyager dans le temps, parce qu'ils provoquent une torsion phénoménale de l'espace et donc du temps. Plus on approche d'un trou noir, plus la gravitation augmente, donc plus le temps ralentit. Par conséquent, au bord d'un trou noir, le temps est presque à l'arrêt. Si je tords le temps pour obtenir une boucle, je peux aller du passé au présent ou au futur à l'aide de la lumière. En se déplaçant, cette dernière déforme l'espace, ce qui entraîne une déformation du temps. Mais il est impossible de remonter au-delà du moment de la création de l'appareil qui permet de le faire, parce que c'est lui qui crée l'effet recherché. Je ne pensais pas qu'il était possible de voyager dans le temps. Mais je commence à me demander si c'est la seule explication. Sous hypnose, Jim Penniston exhume un autre souvenir. La lumière était constante, puis tout est devenu blanc. Je ne voyais plus que des 1 et des 0 qui sortaient. C'était dingue. Un code binaire. C'est sous hypnose que j'ai entendu ce mot pour la première fois. Quand on m'a posé la question « Qu'est-ce que vous voyez ?», j'ai répondu « Un code binaire ». Alexander Furworn est professeur d'informatique. Le binaire est un système qui permet de coder un langage. Les langues que nous parlons sont une sorte de code. On encode des idées sous la forme d'une langue.
Le binaire permet de faire la même chose, mais d'une manière différente. On l'utilise fréquemment pour crypter des messages secrets. Au début des années 80, ce code n'était pas très connu. On commençait seulement à l'utiliser de façon commerciale sur le marché américain. Quelque chose me dit qu'en 1980, Jim Penniston n'aurait sûrement pas été capable d'écrire en code binaire. Ce n'est ni un mathématicien, ni un cryptographe. Il ne connaît pas ce code. Bonjour à tous. Quand on évoque le mystère des voyages dans le temps, on se doit de parler de la relativité générale qui était l'œuvre d'Albert Einstein, qu'il avait élaborée entre 1907 et 1915. La relativité générale est fondée sur des concepts qui sont très différents de ceux de la gravitation newtonienne. Elle énonce que la gravité n'est pas une force, mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps, courbure elle-même produite par la distribution d'une certaine forme d'énergie. Pour vous faire une petite idée imagée de ce qu'est la relativité générale élaborée par Einstein, vous n'avez qu'à imaginer l'espace en deux dimensions comme un tissu tendu se déformant sous le poids des objets que l'on y met. Si le tissu est bien tendu et c'est encore dessus, une bille légère que l'on fait rouler dessus passera en ligne droite. Si on y place une boule lourde au centre, la nappe est déformée et la bille légèrement. Et la bille légère ne va plus en ligne droite et même peut tomber vers la boule lourde. Pour bien comprendre, c'est comme si vous aviez une nappe là et vous mettez une grosse bille très lourde, donc elle va appuyer en créant une dépression. Ensuite, la petite bille légère va suivre cette dépression. Et plus la dépression gravitationnelle sera élevée, et plus ça creusera dans le tissu spatio-temporel. Et bon, à force, ça finira par créer un tunnel d'espace-temps. En règle générale, l'espace-temps n'est pas à deux dimensions, mais à quatre. 3 d'espace et une de temps. Et toutes les 4 sont déformées par la présence d'une masse. Comme je viens de dire, la masse, c'est un peu la grosse boule qu'on a posée sur le tissu là, et qui s'enfonce dans le tissu spatio-temporel. Moi, sur la nappe, pour imaginer. Et cette masse, nous pouvons l'obtenir par la résonance de champs électromagnétiques. Parce que là, j'ai parlé d'une grosse bille qu'on mettrait, mais sinon, on peut obtenir ce phénomène par la résonance de champs électromagnétiques. C'est pour cette même raison que dans la théorie des champs unifiés élaborée par Einstein, on regroupe en fait les champs électromagnétiques avec ceux de la gravitation. Dans les équations d'Einstein, la gravitation peut devenir une perturbation qui peut générer un trou noir dans lequel nous pourrions courber l'espace-temps. Et ainsi, une personne qui franchira un trou noir ou un trou de verre voyagera dans le temps à travers l'espace. C'est exactement ce que font les ovnis. Leur technologie leur permet d'ouvrir des vortex en face de l'ovni. Une fois le vortex franchi, l'ovni s'engouffre dans une sorte de tunnel d'hyperespace qui va raccourcir les distances en contractant le tissu spatio-temporel de l'univers. Pour bien comprendre, vous imaginez un ovni qui devant va ouvrir un vortex. Ce vortex, c'est un peu la dépression que je vous ai fait voir avec la grosse bille tout à l'heure. Et lorsque l'ovni va s'engouffrer dans la dépression, il va franchir un tunnel comme là. C'est un tunnel d'espace-temps qui va raccourcir les distances et lui permettre d'arriver beaucoup plus vite vers notre système solaire. Notre conception de la flèche du temps semble linéaire. Elle part du passé pour ensuite traverser notre présent et continuer vers le futur. Mais d'après la théorie de la relativité d'Einstein, le temps peut être modifié par la gravitation. Et plus la gravitation est forte, et plus le temps se ralentira. Les trous noirs seront en fait des vortex naturels permettant de voyager dans le temps parce qu'ils provoqueraient une torsion de l'espace et du temps. Plus on se rapprocherait d'un trou noir, et plus la gravitation augmentera. Et plus le temps ralentira. Donc lorsque vous êtes à l'approche d'un trou noir, le temps va se mettre à ralentir. Et au bord d'un trou noir, le temps sera presque à l'arrière. Ce petit cours théorique nous permet de savoir ce qui s'était réellement passé lors de l'expérience de Philadelphie qui s'était déroulée le 12 août 1943. La théorie de la relativité générale nous dit que la gravitation ne serait pas une force mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps. Donc, pour courber l'espace-temps, il faudra utiliser un champ gravitationnel qui sera assez puissant pour courber le tissu spatio-temporel de l'univers. C'est un peu ce que vous voyez, au lieu d'une bille, là on va utiliser un champ gravitationnel pour créer cette dépression.
Lors de l'expérience de Philadelphie, qui était basée sur cette théorie des champs unifiés élaborée par Einstein, les scientifiques américains auraient découvert accidentellement ce fameux champ gravitationnel. Bon, certains vont me poser cette question, mais c'est quoi la théorie des champs unifiés? En pratique, elle s'applique au champ électrique et magnétique de la façon suivante. Un champ électrique créé dans un solénoïde fait naître un champ magnétique à angle droit du premier. Chacun de ces champs représentant un plan de l'espace, mais étant donné qu'il existe 3 plans d'espace, il doit logiquement y avoir un troisième champ, peut-être gravitationnel. En relayant les génératrices électromagnétiques en vue de produire une pulsation magnétique, il peut alors être possible de créer ce troisième champ grâce au principe de résonance. Et c'est ce champ gravitationnel qui fut retrouvé accidentellement lors de l'expérience de Philadelphie. Et comme le précisait la théorie générale de la relativité restreinte élaborée par Einstein, la création de ce champ gravitationnel avait été tellement puissant qu'il avait fini par courber l'espace-temps en ouvrant une sorte de mini-trou noir qui propulsera les 2 marins 40 ans dans le futur. Quand je dis mini-trou noir, c'était plus un trou de verre, puisque l'expérience de 1943 s'est connectée à celle qui avait été réalisée en 1983. Et entre les deux, il y a un tunnel d'espace-temps qui s'est créé. Et ce qui a ouvert le vortex, c'est la création de ce champ gravitationnel. Il a été tellement puissant lors de l'expérience de Philadelphie qu'il a fini par ouvrir un vortex. De l'autre côté, 40 ans plus tard, il s'est passé le même phénomène. Et ces 2 vortex se sont connectés en formant une sorte de trou de verre. Ce qui explique pourquoi, lorsque les 2 marins ont sauté du bateau en 1943, ils n'ont pas atterri dans les eaux de l'océan, comme vous le saviez, mais ils ont été propulsés dans un tunnel d'espace-temps qui les a ressortis, du moins qui les a transportés 40 ans plus tard, et fait ressortir dans le vortex de 1983. Ça, dans l'expérience de Philadelphie, on a finalement concrétisé la fameuse relativité des champs unifiés élaborée par Einstein. Puisque les champs magnétiques ont fini par créer un champ, grâce au phénomène de résonance, un champ gravitationnel qui, lui, par sa puissance, va ouvrir un vortex qui va donner naissance à un tunnel d'espace-temps. Cette technologie existe depuis les années 40, donc vous vous doutez bien que les Américains ne sont pas restés figés sur l'expérience de Philadelphie. Comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, la suite a continué dans la base de Montauk, où les scientifiques américains ont commencé à faire des tests sur des tunnels d'espace-temps, et ils vont même visiter plusieurs périodes du temps. C'est comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le temps n'est pas vraiment linéaire, du passé passant par le présent et allant vers le futur. Nous sommes en présence de 3 temps qui coexisteraient dans un espace parallèle. C'est-à-dire ces temps ne disparaissent pas, mais ils évoluent, ils évoluent en parallèle et en même temps. C'est pour cette même raison que certains peuvent voyager dans le temps en sautant de dimension. Si vous êtes dans le présent, vous pouvez ou soit sauter vers le passé, ou soit sauter vers le futur. Mais même si vous arrivez à visiter notre futur, il faut quand même vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous allez visiter notre futur que notre destin est déjà écrit. Si vous voyez certaines scènes de votre futur à travers ces voyages, c'est parce que vous avez contracté le tissu espace-temps. Vous vous êtes créé un raccourci pour aller plus rapidement dans le futur. C'est un peu comme une bobine, vous en faites une boucle et vous sautez d'une scène à une autre. Alors que lorsque vous dépliez cette bobine, la scène dure 40 minutes. Si vous en faites une boucle, ces 40 minutes vont disparaître. Pourtant, la boucle est toujours là. C'est ça le voyage d'espace-temps, c'est qu'on saute la boucle. Ce qui nous permet de voir certaines scènes dans notre futur, mais ensuite on revient en arrière. Mais ce n'est pas parce qu'on voit certaines scènes du futur que notre destin est déjà écrit à l'avance. Ce que nous voyons dans le futur, c'est une destinée que nous avions écrite nous-mêmes. Sauf qu'en raccourcissant les distances de l'espace-temps, on a été voir ça plus rapidement. C'est un peu ce que les voyants font, ou ce que vous voyez dans un rêve prémonitoire. Dans le rêve prémonitoire, vous allez voir des scènes qui vont se dérouler dans le futur, qui vont se concrétiser par la suite.
Mais sur Terre, sur votre plan terrestre, ces événements ne se sont pas encore déroulés. Et ce n'est pas parce que vous avez vu une scène où vous vous êtes vu devenir avocat, médecin ou président que en réalité votre destinée était déjà écrite. Non, c'est parce que vous avez créé un scénario qui vous a poussé à devenir ce qui a été votre double dans le futur. Voilà, je préfère clarifier les choses, hein, parce que beaucoup d'entre vous vont commencer à dire si on peut voir le futur, c'est que la destinée, le futur est déjà écrit. Non. Le futur n'est pas écrit, quand je parle au niveau individuel, hein. Je ne parle pas au niveau du plan de l'humanité, parce que là c'est le futur de Dieu. C'est la planification des desseins de Dieu, donc ça c'est un autre problème. Un problème, non, c'est pas vraiment un problème, mais c'est une autre cause, ça. Et en aucune manière, hein, ce n'est pas parce qu'on visite le futur que le destin est déjà écrit. Donc là, vous venez de comprendre dans cette vidéo qu'en réalité, en créant un champ électromagnétique, etc., on finit par obtenir, par le système de résonance, hein, un champ gravitationnel qui, lui, logiquement, va ouvrir un vortex qui va nous conduire vers un raccourci de l'espace-temps. Et où va-t-il nous envoyer ce tunnel? Ça, je ne sais pas. Ça, comme dans l'expérience de Philadelphie, ce sont deux expériences distantes de 40 ans qui se sont connectées. Donc là, lorsque les marins ont sauté d'un vortex, ils sont ressortis par l'autre vortex 40 ans plus tard. Mais si vous faites d'autres expériences, je ne sais pas, où va vous conduire le vortex de destination. C'est pour ça que ceux qui arrivent à visiter les mondes parallèles font des calculs pour ne pas atterrir en plein océan lorsqu'ils arrivent sur notre sphère terrestre. Donc ils s'arrangent pour partir d'un continent, pour essayer de se retrouver sur un continent en atterrissant sur Terre. Parce qu'on ne sait pas où on atterrit quand on fait des voyages vers des mondes parallèles, comme ça a été le cas. Sauf que là, dans l'expérience de Philadelphie, si, on savait très bien où les marins allaient atterrir, hein, puisque l'expérience se faisait dans la base de Montauk, donc juste à cause de l'ouverture du vortex, les marins devaient logiquement sortir par ce vortex de 1983. Maintenant que vous savez qu'il y a eu une expérience qui a permis à des marins de voyager dans le temps, vous savez que le futur est déjà rentré en contact avec le passé, surtout dans les années 40. Donc, je vous pose cette question, est-ce que le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas été téléguidé par le futur vers le passé? Vous allez me dire par qui? Vous savez que je vous parle souvent de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist. Hein. Il a probablement orienté les armées pour accélérer la fin de la guerre. Parce qu'il fallait faire assez vite, hein, car les événements futurs vont s'accélérer. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.